Je vais passer la parole à Roberto Lavagna. Je disais, il a été ministre de l'économie et ministre des Finances argentine. On l'appelle le monsieur qui a osé dire non au FMI. Vous parlez très très bien français, Roberto Lavagna. Et vous avez dit il y a quelques années, mais c'est très d'actualité, pour réaliser des politiques économiques hétérodoxes, il faut être très orthodoxe. Il faut de la gouvernance. Roberto Lavagna, c'est à vous. Merci. Bonjour, merci pour être invité à nouveau. C'est un plaisir d'être à nouveau ici à l'université à Aix-en-Provence. Je suppose qu'on nous demande, dans cette séance dédiée au conflit ou la coopération, à avoir à peu près la même discussion qu'il doit y avoir dans les G20. À une différence, probablement nous pourrons être moins diplomatiques et avoir un peu plus de liberté pour dire certaines choses. Compte tenu de la rigueur, je commence par la fin. Permettez-moi de commencer dans ce qui pourrait être la conclusion. Un système économique global, un système économique mondial, avec un système politique dominé par les locales, ce sont des choses incompatibles. On ne peut pas être global et tout à fait libre dans le monde économique et avoir des influences et des décisions politiques basées sur des intérêts politiques locaux ou régionaux. Il n'y a pas de possibilité, à mon avis, de coopération et moins encore de coordination effective des politiques sur ces bases-là. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien nous trouvons les moyens de créer un système régulatoire politique au niveau international, ou bien nous réduisons les unités économiques, surtout dans le monde financier, de façon à rééquilibrer les pouvoirs et faire les systèmes, en tout cas, un peu plus stables. Mais évidemment, les deux solutions ne sont pas équivalentes. Si on est capable de trouver un système régulatoire politique au niveau international, on peut penser à un nombre relativement limité de régulations, claires, précises, accordées pour tous, et en même temps le plein fonctionnement de l'économie des marchés. Par contre, si on n'est pas capable de faire ce système régulatoire politique international, et il faut, pour rééquilibrer les pouvoirs et empêcher la répétition des crises, de réduire les unités économiques, eh bien là, probablement, il y aura une fragmentation des régulations, chaque pays avec ses propres régulations, il y aura très peu de coopération, rien de coordination, et il y aura plutôt une tendance au conflit. Où sommes-nous dans cette discussion aujourd'hui? Bon, il y a certains faits qui sont très positifs, surtout ce qui s'est passé à la fin des années 2008-2009, où il y a eu, par exemple, une reconnaissance de que l'éventail des instruments de politique économique qu'il faut utiliser dans des circonstances exceptionnelles est beaucoup plus large de ceux qui font partie des mesures traditionnelles, orthodoxes, qui sont valables dans des périodes de normalité économique. Pensez par exemple à des choses qui étaient considérées comme des vraies hérésies. Les reports d'échange des hypothèques, la nationalisation des entités financières, les apports de capitaux très importants à des entreprises en difficulté, la capitalisation obligatoire du système, des restrictions, même des restrictions totales ou partielles dans certains pays, à la libre disponibilité des dépôts du public. Donc, tous des mesures absolument hérétiques, si vous voulez, mais qui ont été utilisées et qui finalement ont aidé à commencer la relance de la fin 2009, début 2010. Donc, la leçon de 1930 a été en bonne partie appris. On a eu recours à des politiques tout à fait différentes et l'effet a été positif. Second effet positif, c'est la découverte que la réalité internationale et les poids relatifs dans l'économie mondiale n'étaient pas ce qu'on croyait. En fait,
Depuis très longtemps, la réalité internationale avait changé. Les poids relatifs des pays avaient changé, mais on ne les reconnaissait pas. La crise a obligé précisément à cette reconnaissance. Et aujourd'hui, on perçoit bien que le poids des économies en voie de développement est beaucoup plus grand, encore beaucoup plus grand en termes dynamiques, comme on a vu dans les deux séances précédentes, en termes de leur contribution, la contribution des pays en voie de développement à la croissance mondiale, le poids relatif a clairement changé. Troisième aspect positif, c'est que on a compris que si on parle de complémentarité, de coordination, il faut essayer de commencer à régler les problèmes de déséquilibre global. La crise a déjà commencé cette tâche. Le déséquilibre global est équivalent à 2,5 points du PIB mondial avant la crise, est aujourd'hui de 1,5 point du PIB mondial. Mais ça a coûté précisément une crise. On n'a pas été capable de travailler avec ce déséquilibre avant, comme on a fait dans le passé, comme on a fait par exemple avec les accords du Louvre ou les accords du Place quelques années en arrière. Donc maintenant on reconnaît qu'il n'y aura pas vraiment de coordination si on ne travaille pas ces points-là. Malheureusement, il y a aussi, à partir de que la relance a commencé, il y a certaines marches arrière. Certaines marches arrière dans les pays développés et certaines marches arrière aussi de façon différente dans les pays en voie de développement. Dans les pays développés, surtout cette idée, qui vient surtout de l'Allemagne et en général de l'Europe, qu'il faut tout de suite rééquilibrer les secteurs publics, qu'il faut réduire la dette. Bien sûr, on peut comprendre que la situation n'est pas la même pour l'Europe à cause de l'âge de la population que pour les États-Unis ou pour les pays en voie de développement. Mais en même temps, il me semble que proposer une réduction de la demande mondiale, 8 pays de l'Europe seulement, implique une réduction de la demande mondiale équivalente à un demi-point du produit du PIB mondial. Faire ça, ça comporte des risques. Ça comporte des risques de freiner la relance. Donc comment on fait pour coordonner les deux choses, les besoins que l'Europe a de réduire la dette dans le futur et en même temps ne pas frapper la demande? Eh bien, peut-être il faut commencer à penser beaucoup plus en ce qui concerne la redistribution des dépenses. C'est pas la même chose réduire n'importe où. Il faut essayer de protéger les secteurs où la propension à la consommation est plus large, est plus importante, et il faut aussi penser à un système de taxes qui soit moins centré peut-être sur la TVA et plus centré sur, par exemple, les transactions du système financier. Donc, dans ces cas-là, on diminue un peu l'impact négatif sur la demande et en même temps, on prête attention à ces besoins de créer un chemin d'évolution de la dette par rapport au PIB raisonnable. Roberto Lavagna, oui. Désolé, conclusion. Une seule chose, 2 minutes encore? 2 minutes? Conclusion, non, 1 minute. Une minute, ça va. Et pour les pays en voie de développement, pas tous, mais il y a certains pays en voie de développement qui ont mal compris ce qui s'est passé pendant la crise. Ils croient que certaines de ces mesures extraordinaires, certaines de ces mesures hétérodoxes qui ont été prises, ce sont en fait des signes qu'il doit y avoir un changement des systèmes économiques mondial. Il y a une espèce de populisme qui croit maintenant que l'État doit reprendre le poids qu'a perdu les 20 dernières années. Et il y a en conséquence des pays qui commencent à nationaliser, à étatiser des compagnies, etc. Ça, à mon avis, c'est une mauvaise interprétation. L'État doit être toujours bien présent, surtout dans les sociales, ça c'est clair, mais je crois que ça serait négatif de croire
que ces mesures extraordinaires sont pour toujours et que finalement l'État doit se mêler de la production, de l'investissement, etc., de façon massive. En tout cas, j'ai fini. Une chose qui est rassurante, c'est pour ça que j'ai commencé par la fin. Oui, vous voyez, vous avez raison. Il y a quelque chose qui est rassurante, c'est que nous sommes tous en clair dans le sens qu'il faut travailler très fortement en faveur de la coopération et de la coordination. Merci. Merci beaucoup, Roberto Lavagna. Je passerai la parole à Jacques Mistral, membre du Cercle des économistes, qui est aussi à l'IFRI et qui est la personne qui va coordonner cette table ronde et surtout introduire l'enjeu des débats. Vous avez au milieu Roberto Lavagna, qui est ancien ministre de l'économie d'Argentine. On dit que c'est le monsieur no au FMI. Il a dit non au FMI, nous dira pourquoi. Il était face à une dette absolument gigantesque. Il a refusé l'aide du FMI. Je pense que c'est aussi très d'actualité, même si c'était au début des années 2000. Vous avez Amy Chua, qui est professeur à Yale University, qui a écrit Un monde sans feu, un monde qui prend feu, pardon, et c'est un livre qui est vraiment assez révolutionnaire, complètement d'actualité, même s'il l'a écrit en 2003. Vous avez Stephen Breyers, qui est là. Stephen Breyers, qui est juge à la Cour suprême des États-Unis. Personnalité très importante, évidemment, mais un habitué des rencontres d'Aix-en-Provence. Vous avez Lady Judge, j'aurais presque dû commencer par Lady Judge, qui est la présidente de l'autorité nucléaire, l'autorité atomique de Grande-Bretagne, qui est une grande spécialiste de la gouvernance nucléaire évidemment, mais aussi gouvernance d'entreprise. Christophe de Margerie à ses côtés, qui est président de Total. Mathieu, qui est conseiller économique de l'ambassade de Chine. Yukio Okamoto, qui est à côté de moi, qui a été conseiller du premier ministre japonais Hashimoto. Donc c'est la vision, il y aura la vision chinoise, la vision japonaise, et puis André Chang, que vous connaissez aussi très bien, qui est un habitué d'Aix-en-Provence et qui est vice-président du comité France-Chine. Je vous propose tout de suite, Jacques Mistral, d'introduire cette dernière session. Merci Edwige. Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons ce troisième thème consacré à l'alternative conflit ou coopération en matière internationale. Après la faillite de Lehman Brothers, les gouvernements confrontés à un risque de grande récession, on avait inventé ce terme pour ne pas utiliser celui de grande dépression, les gouvernements ont évité, comme on l'a déjà signalé, les erreurs du passé. Ils ont mis en œuvre des politiques budgétaires et monétaires extrêmement agressives, mais surtout, ils ont donné une nouvelle impulsion à la coopération internationale. La création du G20, pour lequel plaidait déjà le Cercle ici même dès 2007, la création du G20 a été, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux, du moins jusqu'ici. Il est vrai que les résultats du G20 sont souvent critiqués, cela a été le cas il y a quelques jours, mais d'un autre côté, même après Toronto, qui n'était qu'un sommet intermédiaire, il faut se souvenir que le vrai sommet est celui de Séoul en novembre, le G20 a raisonnablement progressé dans les deux missions qu'il s'était fixées, assurer un mécanisme de surveillance macroéconomique globale et organiser le pilotage politique de la réforme financière. Qu'en est-il pour l'avenir? Ce que l'on redoute en la matière, évidemment, c'est que les succès de 2008 et 2009 aient été un moment fort de coopération internationale, mais un moment fugace, une sorte d'union sacrée face à l'abîme. Et il faut bien le reconnaître, la relance coordonnée du sommet de Londres en 2009 était relativement facile. S'engager à dépenser plus, à ouvrir les vannes, c'est une décision politique qui est plus facile à accepter que d'autres. Aujourd'hui, au contraire, on voit se profiler des stratégies différentes auxquelles Laura Tyson vient de faire allusion. Et ces divergences ont été manifestes dans la préparation du sommet de Toronto, en particulier entre les États-Unis et l'Allemagne, à propos du calendrier des mesures à prendre pour organiser l'équilibre entre la nécessité de ne pas
faire trop d'austérité trop vite et la nécessité de décider assez vite avant que les marchés décident la fin de la partie. Ce débat est très difficile et on ne trouvera pas la réponse dans les manuels de macroéconomie. Il est très difficile parce qu'il a des fondements politiques très profonds dans la culture, dans l'histoire, dans la position géopolitique également des différents pays. Prenons à côté de la coopération en matière macroéconomique 2 autres exemples dans les échanges internationaux, à propos des paiements et à propos du commerce. Le rééquilibrage des paiements mondiaux, ce que l'on appelle aussi la correction des déséquilibres globaux, est à juste titre considéré comme une condition sine qua non d'une croissance soutenable à long terme. Mais on en voit aussi les difficultés, tant les mouvements qui ont été opérés sur ce front depuis des années sont lents, même si à chaque étape, ils doivent être appréciés à leur juste prix. Mais au-delà de la difficulté de la coopération, on voit aussi s'installer une sorte de crainte de ce que les mécanismes d'ajustement internationaux étant asymétriques et la charge de l'ajustement pesant surtout sur les pays en déficit auxquels on demande de pratiquer l'austérité, avec pas d'effort symétrique du côté des pays à excédent, ne produisent finalement un scénario de l'économie mondiale ayant un biais déflationniste. C'était déjà une crainte à l'époque de Keynes et c'est une crainte qui reste d'actualité. Reconnaissons donc que sur ce point, les mécanismes de coopération mis en œuvre à Pittsburgh et dont on voit les premiers fruits restent très modestes et que ces mécanismes de coopération, de surveillance multilatérale ne mordent pas sur les politiques nationales. Mais prenons par contraste la question commerciale, le commerce international. On a entendu beaucoup de voix depuis 18 mois pour souligner les dangers d'un retour au protectionnisme. En fait, un examen attentif de la question suggère qu'à ce stade, les entorses au libre-échange sont restées assez limitées. Mais si le système commercial résiste donc bien aujourd'hui face à la crise et malgré l'effondrement du commerce l'an dernier, s'il résiste bien, si les gouvernements respectent leurs engagements, ce n'est pas seulement dû à leur sagesse, et en particulier à celle des chefs d'État qui rédigent les communiqués à chaque sommet, mais c'est bien grâce à l'existence de l'OMC et de son organe de règlement des différends, c'est-à-dire à un mécanisme de coopération internationale profondément enraciné dans la vie des acteurs. Alors, avec ces 2 situations, on a 2 exemples, coopération en matière financière, coopération en matière commerciale, et ce type de questions, on les voit se multiplier. Les risques de discorde d'un côté, avec les conséquences de la crise, la nécessité pour les gouvernements d'inventer de donner des réponses aux attentes de leur population, donc les risques de discorde croissants et les bénéfices que naturellement on attendrait d'une coopération plus active comme celle que j'évoquais à propos du commerce. Tout cela s'applique à des domaines les plus variés. Il y a d'abord des risques internes qui sont liés à la remise en cause des mécanismes sociaux antérieurs, et cela dans tous les pays, qu'ils soient émergents ou industrialisés. Il y a des risques fondamentaux liés à la sécurité des approvisionnements, l'alimentation, l'eau, l'énergie, l'accès aux ressources en matières premières, et également la concurrence en matière de technologie, l'appropriation des technologies et leur transfert. Voilà autant d'équations dont les économistes ont démontré qu'il valait beaucoup mieux les traiter de manière coopérative plutôt qu'en recherchant un intérêt national à courte vue, ne procurant que des bénéfices artificiels et temporaires. Face à ce problème qui va être discuté dans la session, il y a un point rassurant, c'est que par rapport à l'entre-deux-guerres, nous nous trouvons dans une bien meilleure situation. Il n'y a pas de rivalité stratégique majeure qui pousse les nations les unes contre les autres, contrairement à ce que l'on avait observé à l'époque. C'est donc un contexte totalement différent et il faut bien le dire qu'on en voit les bénéfices dans un esprit de coopération qui jusqu'à présent est présent et actif. D'un autre côté, on constate aussi, comme je l'ai dit, que les facteurs de tension en matière économique internationale sont nombreux, réels, substantiels. Jacques, la question, c'est une phrase. Un côté assez rapide, il vous reste 1 minute. Ah oui, mais c'est une phrase. La question est donc simple à formuler. Évidemment, les réponses, vous allez les trouver dans les développements qui viennent. Il est souhaitable que la coopération internationale ne soit pas seulement un état d'esprit, qu'il est légitime de saluer, mais il faut aussi qu'elle délivre
les solutions collectives sans lesquelles, dans la vie macroéconomique, aussi bien qu'à l'échelle des différents secteurs ou sur les différents enjeux que j'ai mentionnés, les solutions collectives sans lesquelles la croissance à long terme resterait en péril. Merci et je vous repasse la parole. Merci Jacques Mistral. Maintenant, je passe la parole à Stephen Breyers, qui est juge à la Cour suprême. Vous avez, c'est un poste très honorifique et excessivement important au cœur du dispositif américain. Vous avez été nommé par Bill Clinton. Et je crois que lorsqu'on vous demande qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous comme cas à juger, c'est lorsque vous avez eu une semaine pour recompter les voix. Souvenez-vous, c'était en Floride, entre Bush et Al Gore. C'était un moment crucial, évidemment. Et vous, tiens, je vois que vous levez les sourcils, donc ça vous rappelle des souvenirs. Je vous passe la parole pour vous. Le droit, c'est vraiment le filet de la démocratie. Merci. Merci, madame. Et c'est un grand plaisir d'être ici, naturellement, avec la beauté dehors. Et grand intérêt, comme vous avez entendu, dedans. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici. Le sujet, les années à venir, conflit ou coopération. Je n'en sais rien. Comme un joueur de baseball, je ne prédis rien. Surtout pas sur l'avenir. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je peux vous donner un certain panorama des développements dans le droit, surtout depuis que je suis juge à la Cour suprême. Et juge, avocat, juriste, ils sont comme les économistes ou comme les hommes et les femmes d'affaires, pas des politiciens. Nous sommes des professionnels. Et qu'est-ce que nous pourrions faire de notre point de vue professionnel? Voilà la question. Et le droit, parce qu'il n'y a pas beaucoup des avocats ici, mais le droit a un objectif. Pour moi, je pense que c'est une lutte contre l'arbitraire. Et qu'est-ce que c'est cet arbitraire? J'ai trouvé dans le dictionnaire, c'est le déraisonnable, le illégal, le despotique, le injuste, le caprice, toutes les choses qui sont mauvaises. Et pourquoi avoir une lutte contre? C'est parce que pour les entreprises, il est nécessaire d'avoir une stabilité, une certaine assurance de la justice pour résoudre les conflits avec les autres entreprises, avec les personnes. Et pour les personnes, il faut avoir une lutte contre l'arbitraire, c'est évident. C'est pour la liberté, c'est pour la démocratie, c'est pour la liberté fondamentale et personnelle. Très bien. Qu'est-ce que nous faisons les juristes? La métaphore que j'utilise, c'est on fait une tapisserie. On tisse quelque chose. Quelque chose que, depuis 15 ans, peut-être plus, dépasse les frontières. Et voilà les développements. Je mentionne 3. Lequel? Je vois en 15 ans ou 16 ans beaucoup de changements. Je les appellerai les convergences. Première convergence, c'est une convergence de contenu. Hier, le soir, j'ai rencontré une jeune étudiante du droit de la concurrence. Et nous avons discuté la concurrence en détail, avec des affaires spécifiques. Et on s'entend, on se comprend tout de suite. Il y a 30 ans, impossibilité. Impossibilité. Un changement. Droit administratif. Vous avez en Europe abus de pouvoir. Aux États-Unis, c'est arbitrary, capricious, abuse of discretion. Les mots sont différents, les formes sont différentes, le fond, c'est le même. Et c'est la même chose avec la liberté personnelle. Nous avons un Bill of Rights. Vous avez la charte européenne de convention. Et pas très grande différence. Et même, comme la procédure, c'était Portalis qui a dit, quand le texte est clair, on suit le texte. Quand le texte n'est pas clair, on cherche les valeurs en dessous. Et je vous assure,
à la Cour suprême des États-Unis, le texte n'est jamais clair. Deuxième convergence, c'est une convergence des volontés du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours, peut-être tous les mois, à la Cour suprême, il y a des juges, des juristes, des avocats des pays différents, de la Chine, du Japon, en Europe certainement, mais en Afrique et Amérique latine. Et ils ont des questions, ils font des observations, mais les questions plus souvent que j'entends, c'est quel est le secret? Quel est le secret? Quel secret? C'est la question en Shakespeare qui a posé Hotspur. C'était Owen Glendower qui a dit « Je peux appeler les esprits du fond de l'abîme. » Et il a rétorqué Hotspur, « Et moi aussi. Et moi aussi. Tout le monde puisse le faire. » Mais la question est, quand vous les appelez, viendront-ils? Voilà. Ça, c'est la question pour le droit. Et je répète pour eux 3 anecdotes. Année 1830, affaire à la Cour suprême, les terres des Indiens de la Géorgie. Les Géorgiens s'emparent de ces terres, parce qu'il y avait des lords dedans. Et la Cour suprême a tranché une affaire. La Cour suprême a dit les terres sont aux Cherokees, aux Indiens. Et le président des États-Unis, Andrew Jackson, il a fait le remarque très connue. Andrew Jackson a dit, John Marshall, qui est le président de la Cour, oui, il a fait sa décision qu'il le mette en œuvre. Oui, et c'était lui, le président, qui a envoyé les forces militaires pour quoi faire? Pour faire forcer les Indiens d'abandonner les terres pour aller en Oklahoma où leurs descendants vivent à nos jours. Deuxième anecdote, 1957, les années de l'intégration raciale. C'était la Cour suprême qui a dit, c'est contre à la Constitution des États-Unis d'avoir une ségrégation raciale. Et c'était ordonné, commandé, que en Arkansas, le gouverneur fait entrer les écoliers noirs dans une école blanche. Il a dit non, absolument. Personne d'un certain âge, comme moi, il peut se souvenir de ça. Il se mit debout à la portière. Il a dit non, il avait avec lui les milices. Et c'était un autre président, Eisenhower, qui a décidé à ce moment de renvoyer les parachutistes de 101e division. Et on savait très bien à ce moment qui étaient ces gens. Ils étaient les héros de la Normandie. Ils étaient les héros de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient les héros de la bataille de la Bulge. Et on avait à l'esprit toutes ces photographies de ces personnes dans le clocher, quand le parachute n'ouvre pas. C'était eux, 8000, qui étaient envoyés en Arkansas, et ils ont pris par la main les écoliers noirs, et ils ont marché à l'école. Voilà une victoire, une grande victoire pour cet État de droit. Troisième anecdote. 1 minute. Sorry. Troisième. Troisième. Bush v. Gore. Vous connaissez Bush v. Gore. Et la chose, j'étais dissidente. J'ai pensé qu'ils avaient tort, les autres juges. Et 50% des Américains étaient avec moi. Mais, la majorité des juges étaient à l'autre côté. Très bien. Qu'est-ce qui est arrivé? La chose remarquable de cette affaire, et la chose qui est pas du tout souvent remarquée, c'est ceci. Est-ce qu'il y avait des manifestations avec des fusils? Est-ce qu'il y avait des manifestations avec des épaves de la roue jetées, des blessés, des morts? Pas du tout. Pas du tout. Parce que les citoyens des États-Unis ont appris quelque chose de l'histoire. Ça, c'est une histoire avec une guerre civile
avec 80 ans de ségrégation légale, avec beaucoup des horreurs. Mais ils ont appris quelque chose. Quoi? Ça s'appelle un état de droit. Donc, ce que je réplique à ces personnes des autres pays, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des habitudes. Il faut du temps. Il faut de la patience. Il faut continuer à travailler. Troisième convergence, c'est une convergence de problèmes, mais je le garde pour un autre jour, parce que je cherche un... Très bien. Conclusion, très simple. Oui, et je vais recevoir une autre invitation pour vous expliquer tout ça, j'espère. Je vais vous couper. Mais en tout cas, conclusion, c'est un seul mot. Non, 6 ou 7. Ah non. Patience, du temps, continuer, et on voit cette tapisserie de droit qui dépasse les frontières, comme la tapisserie de Pénélope. Oui, on le fait le jour, on le défait la nuit. Donc, il y a des problèmes dont vous avez parlé. Mais il faut continuer et je suis optimiste. Voilà, bravo. On va poursuivre ce débat avec Ami Chua. Vous êtes professeur à la Law School de Yale, la prestigieuse école université américaine. Vous avez une histoire assez marquante. Vous êtes d'origine chinoise. Vous étiez aux Philippines. Votre famille a été massacrée et vous avez dû vous émigrer, et vous avez été aux États-Unis où maintenant donc vous êtes professeur de droit. Vous avez écrit un livre dont on a beaucoup parlé, qui a été traduit en français, qui s'appelait Le monde en feu, et vous disiez qu'il fallait répondre à ces déséquilibres. Déjà, c'était en 2003 et c'était le grand défi des démocraties. À vous. Merci beaucoup, and thank you all for coming this afternoon. It is a great pleasure and honor for me to be participating in this extraordinary conference here in beautiful Aix-en-Provence. And I also apologize for speaking in English. Because I have only 8 minutes, let me begin immediately by taking you all back to 1989, the fall of the Berlin Wall, the death of communism. As I'm sure many of you remember, a kind of consensus, really a triumphal consensus, emerged at that time, not only in the United States, but to a considerable extent all around the world. And that consensus was that markets and democracy, working together and conveniently spread by globalization, would transform the world into a community of modernized, prosperous, peace-loving nations. In the process, ethnic hatred, religious zealotry, and other backward aspects of underdevelopment would somehow be swept away. Unfortunately, if you look at the last 2 decades, something very different has happened. Since 1989, we have seen the proliferation of ethnic conflict, intensifying nationalism and fundamentalism, repeated economic crises, confiscations, calls for renationalization, and 2 genocides of magnitudes unprecedented since the Nazi Holocaust. Why? What happened? Part of the answer, I think, lies in the relationship among 3 of the most powerful forces operating in the world today: markets, democracy, and ethnic hatred. And the thesis of my book, World on Fire, is that, contrary to conventional wisdom, markets and democracy, at least in the form in which they're currently being promoted, may not be mutually reinforcing in the developing world. On the contrary, in many, not all, but in many non-Western countries, markets and democracy may be on a collision course.
And the reason for this has to do with a phenomenon that is extremely pervasive outside the West, and yet almost never discussed, in fact often treated as taboo. This is the phenomenon of what I call market-dominant minorities. And by this I mean ethnic minorities who, along with foreign investors, can be expected under market conditions to economically dominate the poor indigenous majorities around them. Examples of market-dominant minorities include, perhaps most visibly, the Chinese minorities of Southeast Asia, the Chinese in countries like Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, Cambodia. Other examples, Indians throughout East Africa and parts of the Caribbean, the Lebanese in West Africa, the Igbo in Nigeria, Tutsi in Rwanda, Kikuyu in Kenya, whites in South Africa, whites in Zimbabwe, Croatians in the former Yugoslavia, Jews in post-communist Russia, Tamils in Sri Lanka, Uzbeks in Kyrgyzstan. The list goes on very strikingly as I try to document. Now, why are some groups market dominant over others? The key to note here is that groups can be market dominant for very different reasons, ranging from superior entrepreneurialism, whatever that means, to, at the other extreme, a history of apartheid or colonialism. So, for example, as in South Africa, if a small minority uses force to relegate the majority to inferior education and inhumane conditions for over a century, then that little minority is likely to be a market-dominant minority, with all the advantages in education, capital, language skills, and foreign investment connections. And this has nothing necessarily to do with culture. On the other hand, to be clear, by market dominance, I am not talking just about stereotypes, but rather actual, starkly disproportionate control of major sectors of the economy. So in the Philippines, where my own family is from, the Chinese, and again, my own family is Chinese, the Chinese make up just 1% of the population, but control as much as 60% of the private economy, including all the major airlines, the media, and virtually all the major banks and businesses. The phenomenon of market-dominant minorities has a number of sobering implications for international economic policy. Most crucially, in developing countries with a market-dominant minority, markets and democracy will tend to favor not just different people or different classes, but different ethnic groups. Markets will magnify the wealth of this rich minority, ethnic minority, while democracy increases the political power of the poor indigenous majority. In such circumstances, which are completely different from what we have in France or the United States, in such circumstances where the rich aren't just rich, but belong to a resented outsider ethnic group, then the pursuit of free market democracy often becomes an engine of catastrophic ethno-nationalism, pitting a poor indigenous majority that is easily manipulated by opportunistic politicians against these wealthy outsiders, including both the market-dominant minority and the foreign investors who are often their business partners. What I argue in the book is that whenever free market democracy is pursued in the presence of a market-dominant minority, the almost invariable result is backlash. This backlash, moreover, typically takes one of three highly predictable forms. Just the first, 1 minute, sorry. The first is a backlash against markets, for example, targeting the wealth of the market-dominant minority. You've seen examples of this in Indonesia, where the sudden introduction of democracy resulted in the confiscation of Chinese assets. In Russia, President Putin recently confiscated the holdings of 3 Jewish billionaires, Bolivia, Venezuela. The second kind of backlash is the opposite. It is a backlash against democracy by forces favorable to the market-dominant minority, sometimes a very cozy seeming situation, but really very dangerous in the long run.
And I would say that if you think of most of history's worst examples of crony capitalism, you will find that almost every one involved a market-dominant minority. In Kenya, President Daniel Arap Moi's very corrupt regime was really propped up by a small handful of Indian tycoons. Throughout West Africa, as in Sierra Leone, you have very powerful Lebanese businessmen. Since I'm out of time, let me just say that the third kind of backlash is really the most vicious, and this is violence directed against eliminating the wealthy minority altogether, really like ethnic cleansing. And the most recent example of this is Kyrgyzstan, where members of the frustrated Kyrgyz majority attacked the country's 15% market-dominant Uzbek minority. I guess in terms of policy recommendations, I will leave this for question and answer. Let me just say that I am not in the anti-market camp. I'm not in the anti-democracy camp. I favor globalization, but I do think we need to rethink very carefully the kinds of market and democratic processes that we should be promoting around the world. Thank you. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Lady Judge. Lady Judge, vous êtes la présidente de la Haute Autorité nucléaire, de régulation nucléaire et atomique en Grande-Bretagne. Vous avez, je vois que ça fait beaucoup parler, le fait que le Brésil soit éliminé. La gouvernance dans le nucléaire, on voit que c'est très important, que l'état de droit, c'est très important, mais aussi difficile parfois à faire régner. Il y a des risques de conflit dans le nucléaire. Lady Judge, c'est à vous. Thank you very much. I have to say that there were so many things that have been said before. I need to say that I am a lawyer. There are very few lawyers here. I was a civil rights worker, so I do believe, and I actually thought Gore won. So there we are. Having said that, I'm really pleased to be here in France. I totally love France. I have a house near Grasse, which I go to as much as I can. I have a son that I sent to La Rochelle so that he could speak French fluently, because I cannot. And I am extremely honored to be here with a few other English speakers. So thank you very much. Anne has said in the last panel that energy is one of the crucial issues of the day, and we know it to be true. The developing nations, as she said, are using more and more energy as they industrialize and build their infrastructure, greatly increasing the world's demand for energy. And some other people have said that by 2015, the growth in the production of accessible oil and gas may not match the projected rate of the growth of our world. And while coal is abundant, it has its problems. It's around in many places in the world, but it has CO2, which may be very difficult for the planet. So what do we do? Even if fossil fuels could respond to our increasing demand, the CO2 emissions that they would deal with would make life less than optimal, if not for us, for our children and our grandchildren. So I believe there are four big issues that we need to deal with respect to energy today. The first issue is energy supply. Do we have enough? The second issue is energy demand. Can we reduce it? The third issue is climate change. Can we slow it? And the fourth issue is energy independence. Can we achieve it? But this last one is dangerous, particularly in connection with what our panel is supposed to be doing. Because some believe that the search for energy independence can promote protectionism and can promote a lack of global cooperation. Because when energy sources become scarce, bilateral agreements begin to emerge, and governments begin to look inward and do not cooperate with each other. And worse, the developing countries will continue to rely on coal and biofuels, which we know to be detrimental to our environment without CCS. So what should we be doing with these problems? Well, the first problem is we need to have an energy mix. We need to have every kind of energy we can in order to combat the problems that I've said. We need oil, we need gas, we need coal, we need renewables, and we need nuclear.
And at this point, I would normally go into the benefits of nuclear and how it is a source of energy which is baseload generation, which doesn't emit carbon, and which is a proven technology. But here I am sitting in the land of the converted. You are the land of nuclear. 80% of your energy comes from nuclear. I am constantly talking about how the French have got it when I go to every other world. So I do not have to tell you about how great nuclear energy is, although that is my subject. So we need all those kinds of energy. And what else do we need? We need an energy policy that is global, or at least regional. I, as an American and a Brit, find it extremely strange that we do not have a global energy policy, or at least an EU energy policy. The EU is very busy regulating a lot of our lives, more than some of us believe is necessary, but it doesn't have an energy policy, not an energy policy that works for everything. It talks about renewables, it talks about non-proliferation, but we need an energy policy, because oil, by its nature, flows across boundaries. Gas flows across boundaries, and that is a place where we need an energy policy that's coordinated, not singular. The third thing we need is we need to put a price on carbon, because if we don't put a price on carbon, we will not stimulate things that can help us deal with the CO2 problems. We need to make renewables, we need to make alternative sources of energy economic, so we need a price on carbon. And many people believe that the best way to do this is to introduce an effective carbon emissions trading scheme, one that begins in the EU, then goes to the US, and goes to China. We need that, or we will never go forward with our agenda. The fourth thing we need to do is to promote energy efficiency and to control the demand side, which Laura referred to before. We all know that the best kind of energy is the kind that is not used at all. So governments must get together to regulate its use and to promote efficiency. We need to promote efficiency in heat and power generation. We need to promote efficiency in industry. We need to promote it in transport. And we need to look at the building regulations, because we need to use less energy as we go forward. But interestingly enough, the world isn't really there. We know that smart grids are available. They tried to put them in Italy. We tried to think about selling renewable energy in the UK. But people want clean energy, but they don't want to pay for it. We have to deal with that issue. The fourth thing we have to do is we have to get industry and government to work together to effectively reduce investment risk with respect to alternative energy. We need to reduce investment risk with respect to building new nuclear power plants, which is a big infrastructure project and costs a lot of money, but in the end provides baseload generation at a reasonable price. And we need to provide investment incentives for carbon capture and storage. Because if we don't deal with CCS, we won't be able to use our coal. And we have a lot of coal, so we need to use it. Lady Judge ayant dit à peu près ce que j'allais dire, je crois que je vais parler de la Cour suprême des États-Unis, ou peut-être du lien entre l'Argentine et l'économie internationale, mais ça serait un grand débat. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec Lady Judge, donc on va quand même pouvoir amener un petit peu de piment là-dedans. D'abord, le sujet, c'est la croissance à long terme, la nouvelle croissance, et que doit-on faire avec l'énergie dans cette nouvelle croissance? Est-ce que c'est uniquement un problème de prix? Clairement non, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de désaccords en la matière. Nous savons tous que maintenant, dans la croissance moderne, la part de l'énergie est faible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est faible. Et si j'avais à dire quel est le vrai risque aujourd'hui pour la nouvelle croissance, ou la croissance du futur, ce n'est pas le prix de l'énergie, c'est son existence. Et deuxièmement, ce qu'a dit Lady Judge avec beaucoup de classe, le problème des émissions, le problème de l'environnement, le problème du CO2. Mais ce n'est pas vraiment le problème du prix. C'est dommage que je sois obligé de rappeler ce message tout le temps. Oui, le prix est un problème si le prix du baril monte trop vite, mais c'est d'abord et avant tout un problème de disponibilité, de partenariat, de compréhension et d'avoir accès à de nouvelles sources d'énergie et à préparer le futur, c'est-à-dire à aller sur des énergies nouvelles, qui sont en général d'ailleurs plus vertes, mais sur lesquelles aussi il ne faut pas raconter d'histoire, parce que quand on parle d'économie et qu'on fait des bêtises,
eh bien, ça touche l'économie. Et donc, cette idée, qui est intéressante en principe, de dire on va construire une nouvelle économie à partir de l'économie verte, oui, c'est possible, mais certainement pas à la place de l'économie traditionnelle, et surtout pas si on fait prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Et le seul point sur lequel j'ai un désaccord avec Lady Judge, c'est sur ce projet, par exemple, pharaonique dans le Sahara, avec ces espèces d'immenses panneaux solaires. C'est un super projet qui est promu par l'Allemagne, et je sais que les Allemands sont de très bons promoteurs de leur économie et de leurs ingénieurs et de leur société. Malheureusement, c'est un rêve, en tout cas à un horizon visible. Et ça fait partie typiquement des sujets qu'il faut discuter et ne pas laisser croire qu'on va pouvoir faire ça au Sahara, comme s'il n'y avait pas de problème au Sahara, comme si, bien évidemment, cette électricité, elle allait revenir directement du Sahara en Allemagne, en passant par toutes sortes de pays et que personne n'allait l'arrêter en cours de route, ou alors c'est un monde meilleur, que j'aimerais bien voir, mais qui n'existe pas encore, et qu'on connaît bien, et ce sur quoi je voudrais d'abord parler, effectivement, pourquoi les prix du brut augmentent-ils? Pourquoi sommes-nous trop courts en accès à l'énergie alors qu'il y a plein de ressources dans ce monde? Eh bien, c'est parce qu'effectivement, il y a toutes sortes d'interventionnismes, certains légitimes, d'autres moins, qui font que le monde, aujourd'hui, n'est pas libre de se développer normalement. C'est normal, je ne suis pas en train de dire que les politiques ont tort et que seules les sociétés pétrolières et le monde économique a raison. Mais je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit plusieurs fois. Quand on sait les problèmes que nous avons avec l'Iran, avec l'Irak, avec les huiles lourdes, avec le Venezuela, je ne vais pas faire la liste de tous les problèmes que nous avons, qui font qu'on a des difficultés à développer les énergies, eh bien, il faut aussi comprendre que ceci, on va le payer un jour. Et que si on veut éviter que les prix du pétrole montent tôt, si on veut éviter qu'on ait finalement un jour un manque d'énergie, puisque même avec des énergies nouvelles, même avec des énergies renouvelables, en espérant que le nucléaire puisse se développer, ce qui n'est pas du tout sûr, puisque les mêmes qui critiquent le pétrole et le gaz et le charbon critiquent aussi en général le nucléaire, on a véritablement un sujet pour travailler ensemble et réfléchir à ce que nous devons faire pour que l'énergie ne soit pas effectivement un véritable souci de blocage pour le démarrage et le redémarrage de nos économies. Donc ce n'est pas le prix du brut, c'est définitivement l'accès à suffisamment d'énergie. Et ça passe définitivement par un changement de mentalité de tout le monde. Des compagnies pétrolières d'abord, qu'elles arrêtent effectivement de faire croire qu'il n'y a que le pétrole et le gaz qui soient les seules solutions. On voit d'autant plus qu'elles peuvent être leurs propres ennemis, en particulier lorsque l'on sait ce qui se passe dans le golfe du Mexique aujourd'hui, ce qui va d'ailleurs faire partie certainement des sujets qui vont avoir un impact sur le développement de nos ressources, non seulement en coût, mais aussi en acceptabilité. Et ça fait partie des risques que nous prenons, mais que surtout là, en l'occurrence, nous sommes responsables de ce problème. On ne peut pas l'imputer à d'autres. Donc il va falloir faire face à ce défi. Il faut faire face aux ONG qui effectivement réclament plus de sécurité, plus de respect de l'environnement. Mais tout ceci, effectivement, va contribuer à du retard, à des coûts supplémentaires et donc définitivement à nous pousser, nous les pétroliers aussi, à réfléchir sur est-ce qu'on ne doit pas aussi s'intéresser à ce que j'appelle le bouquet énergétique, c'est-à-dire d'autres formes d'énergie. Et c'est aussi notre rôle, et pas simplement celui d'autres. On n'a pas à antagoniser les industries vertes et les industries du pétrole et du gaz. On doit au contraire s'entraider, et on l'a bien vu pendant cette crise, que les industries dites vertes ont énormément souffert. J'avais eu l'occasion d'en parler il y a 2 ans. J'ai malheureusement eu le tort d'avoir raison. Beaucoup de ces sociétés aujourd'hui ont fait faillite. Et c'est pas, il n'y a pas de quoi s'en réjouir, bien au contraire, parce que c'est toute une économie maintenant à reconstruire, mais peut-être de manière différente. C'est-à-dire basée sur la transparence, ne pas considérer que tout est subventionnable sans limite, et surtout expliquer ce qui peut être fait vraiment ou pas. Et je reprendrai exactement les propos de Lady Judge, ça doit se faire ensemble. On n'est pas en bataille, c'est pas une énergie qui est bonne et l'autre qui n'est pas bonne, c'est qu'on a besoin des deux et qu'elles ont besoin d'être toutes propres et qu'elles sécurisent tout le monde. Ça s'appelle l'acceptabilité. Et cette acceptabilité, nous ne l'avons pas gagnée. Je dirais que même en ce moment, on est plutôt en train de la perdre, ce qui me fait de la peine, à un moment où justement on devrait être encore plus actif. On devrait être là sur la balle pour dire attention, le sujet de l'énergie va être le vrai sujet de la croissance de demain. Ça ne va pas être, même s'il y a tous les sujets, mais sans énergie, il n'y a pas de croissance.
Je l'ai dit plusieurs fois, la croissance, c'est la vie, mais sans énergie, il n'y a pas de croissance et pas de vie. Alors comment faire pour faire en sorte que tout le monde travaille dans un meilleur monde, sans être pour autant naïf et autres? Je crois que c'est d'arrêter de donner des leçons, arrêter d'expliquer que les uns ont tort et les autres ont raison, quand même dire ce que je fais de temps en temps, que ce projet, par exemple, dans le Sahara, est un très beau projet, mais qu'il est un peu lunatique, et que là, par contre, si c'est sur celui-là qu'on compte pour apporter de l'énergie demain matin, il va falloir se réveiller, mais que par contre, en attendant, on peut se réveiller, on peut demander à Total de travailler sur le solaire comme nous sommes en train de le faire, on doit définitivement faire beaucoup plus de recherches que nous en faisons, parce que ce sont encore des secteurs dans lesquels nous sommes au Moyen-Âge. Quand je vois les progrès qui ont été faits dans le solaire pendant les 2 dernières années, c'est absolument fulgurant. Beaucoup plus par définition que ce qu'on peut faire dans le pétrole ou le gaz ou dans le charbon. Donc continuons et n'hésitons pas à dire que si un pétrolier peut faire du solaire, si un pétrolier peut éventuellement s'intéresser au nucléaire, mais surtout qu'on a besoin des deux, que c'est un bouquet et que si on ne s'assume pas avec véritablement énergie, sans faire de jeu de mots, dans ce domaine, là, effectivement, je crois qu'on va souffrir. Et ça serait dommage qu'on ramène tout ça ensuite à une discussion sur les prix du pétrole. Est-ce qu'il faut que le G20 s'intéresse à faire une fourchette de prix? Non. Je crois que le G20 a mieux à faire que ça, même si c'est un sujet qu'il doit aborder. Il doit effectivement s'assurer qu'on travaille de manière différente dans les marchés, qu'on fasse attention que le prix du pétrole ne devienne pas effectivement un nouveau produit, un nouveau dérivé financier, mais en même temps aider surtout les compagnies à investir. Parce que c'est ça qui compte. Si vous voulez plus d'énergie, il faut investir. Ce n'est pas en mettant une fourchette que ça va créer de l'énergie. Encore qu'on pourrait faire de mauvais jeux de mots, mais que je ne ferai pas, parce que c'est un sujet sérieux. Il faut produire plus d'énergie dans tous les domaines et surtout être acceptable, plus propre en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout plus propre quand il y a des pollutions. Et je reconnais que le sujet n'est pas facile aujourd'hui, mais c'est quand même le moment où il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'il se passe un drame dans le golfe du Mexique qu'il faut baisser les bras. Et nous, même si nous avons à répondre à des questions, nous y répondrons, mais nous continuerons à travailler parce que la pire des choses, ce serait qu'on utilise ce qui vient de se passer pour dire nous n'avons plus besoin du pétrole, nous n'avons plus besoin du gaz, nous n'avons plus besoin du charbon, seul l'environnement compte, l'environnement est primordial, mais avec de l'énergie, et c'est ça la vie et le futur de notre croissance nouvelle. Merci beaucoup.